Bonjour à tous et bonjour Aurélie, merci d'être là. Bonjour Mathieu. On Bonjour. va vous parler aujourd'hui TVA, un sujet assez technique puisque dans l'immobilier neuf, on a beaucoup de TVA qui s'appliquent et on va voir que il y a moyen d'optimiser tout ça ou de la récupérer dans certains cas, ce qui n'est pas neutre, hein, 20% de TVA. C'est un gros impact. Et donc, on va vraiment explorer de manière assez systématique ce sujet-là pour que vous soyez à l'aise sur les cas où la TVA intervient, comment vous pouvez faire profiter à vos clients de certains taux de TVA réduite et comment vous pouvez récupérer la TVA, notamment sur du LMNP, puisque c'est quelquefois possible. Donc Aurélie vous a préparé une présentation sur tous ces sujets. Merci encore Aurélie d'être là, je te laisse la main. Très bien. Hop. Alors, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver sur cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, on va aborder effectivement comment récupérer la TVA dans le cadre d'un investissement immobilier ou profiter d'un taux réduit, puisqu'évidemment, c'est des questions qui vont se poser dans le cadre d'un investissement dans certains cas. Alors, hop, rapidement, je repasse la main à Mathieu pour présenter les services de GridKey. Oui, alors, donc GridKey, vous le savez probablement, c'est un comparateur d'immobilier neuf sur lequel vous allez retrouver plusieurs fiscalités, hein. Vous pouvez aussi conseiller vos clients qui cherchent à acquérir une résidence principale et notamment sur les TVA réduites et sur les prix maîtrisés, hein. Il y a des filtres dans le type de projet avec des sous-catégories pour que vous puissiez voir uniquement ces projets-là si vous le souhaitez. Et ça couvre vraiment toutes les fiscalités que vous allez retrouver sur l'immobilier. C'est le panel le plus large. Aujourd'hui, on a plus de 35 000 lots disponibles avec plus de 130 promoteurs. On a un scoring qui mouline 8 millions de données pour vous identifier précisément sur chaque lot en tous les points saillants que vous pourrez communiquer à vos clients et vous aider à choisir pour eux les meilleurs programmes. Tout ça avec des critères d'évaluation qui sont adaptés à chacune des fiscalités, un plus-value à la revente, facilité de la revente liée au flux démographique, la sécurité locative, la protection contre le risque d'impayé de loyer ou de vacances locatives, la rentabilité locative évidemment, et tout ce qui est attractivité du quartier, donc réseau de transport et de services du quotidien. Donc les services de GridKey sont accessibles sur abonnement, c'est 50 € par utilisateur. Vous nous contactez si ça vous intéresse pour qu'on vous fasse une démo. Très bien, merci Mathieu. Alors, très rapidement, avant de commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Marie Simot, je suis donc Aurélie Templet, je suis experte en fiscalité et j'interviens au sein du cabinet Marie Simot. Marie Simot est un cabinet d'expertise comptable qui est dédié aux investisseurs immobilier. On travaille et on accompagne surtout les investisseurs en location meublée, notamment parce qu'ils ont un besoin de réalisation de bilan et de télétransmission de l'IAS fiscal. On accompagne également les clients de nos partenaires qui ont fait des investissements dans le cadre de dispositifs type Pinel, déficit foncier, Malraux et qui cherchent à sécuriser la déclaration de leurs revenus locatifs et surtout la réduction d'impôts. Et puis, comme nous avons des activités pluridisciplinaires au sein du groupe, eh bien, nous avons la possibilité de, grâce à notre service juridique, de constituer les sociétés qui vont héberger de l'immobilier, donc type SCI et SARL de famille. Aujourd'hui, nous accompagnons plus de 15 000 clients pour 20 000 lots. Nos clients sont présents dans le monde entier puisque nous avons beaucoup de clients expatriés également. Et cette croissance de 400 nouveaux clients mensuels est notamment liée à vous, partenaires, puisque nous avons plus de 1000 partenaires qui nous recommandent au quotidien dans leurs activités. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble la thématique de la TVA parce que c'est une question qui revient souvent et notamment dans le cadre d'un investissement immobilier. Comment nos clients peuvent-ils investir sur un programme et récupérer la TVA? Quels sont les critères? Alors évidemment, on va aussi parler des résidences-services parce que
c'est un programme éligible à la récupération de TVA et on verra ensemble la particularité d'un investissement dans le neuf et dans l'ancien et les engagements qu'ont les investisseurs dans ce cadre de dispositif et comment on peut réaliser ces montages soi-même et quelles sont les conséquences d'une revente. Alors, intéressons-nous donc à la TVA. Ouais, je disais juste un petit mot. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation. On les prendra quand elles arrivent. La TVA, d'abord, la première question qu'on va se poser, c'est quels sont les biens qui sont concernés par la TVA. Il faut savoir que toutes les transactions immobilières ne sont donc pas éligibles à la TVA. Effectivement, sont concernés les terrains à bâtir, les immeubles neufs, y compris les constructions qui sont effectuées dans le cadre d'un contrat de construction de maisons individuelles, et les immeubles en VFA pour les ventes aux particuliers seulement. Attention, un immeuble neuf au sens de la TVA, c'est un immeuble qui a moins de 5 ans. On va revenir sur cette spécificité. Quel est le taux qui s'applique? Le taux appliqué est un taux de 20% et l'impôt est acquitté par le professionnel vendeur. Ça veut donc dire que celui qui va collecter la TVA, c'est le promoteur qui va vendre son bien TTC. Toutefois, il existe certains territoires pour lesquels il y a des volontés de revitaliser le territoire notamment, sur lequel on va avoir un taux réduit de TVA à 5,5%. Mais attention, ce taux réduit ne peut s'appliquer uniquement pour les biens qui sont destinés à la résidence principale de l'acquéreur. Ces biens vont donc être dans des zones en rue, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, sous réserve de conditions de revenus, notamment de l'acquéreur, en respectant les plafonds des prêts locatifs sociaux, et le bien ne peut donc être destiné à un investissement locatif. Cette notion est extrêmement importante. Ça veut donc dire que si des programmes sont éligibles à un taux réduit de 5,5 sur un certain territoire, vos clients ne pourront pas l'acquérir à ce taux réduit pour en faire un investissement locatif. Si toutefois ils étaient positionnés, il faudrait se rapprocher du promoteur et voir s'ils peuvent s'acquitter d'un taux de TVA à 20%, ce qui majorerait évidemment l'opération et qui peut-être la rendrait moins intéressante. Alors, vous avez vu, il y a un zonage qui n'est pas complètement trivial, hein, les zones en rue, les zones QPV, etc. Ça, c'est ce travail-là qui a été fait sur GridKey lorsque vous allez filtrer les typologies de projets, qui est une sous-catégorie de habité, hein, c'est que pour la résidence principale, qui vous permet de sélectionner les TVA réduites. On s'est intéressé donc au taux, c'est-à-dire effectivement quelles sont les transactions qui sont éligibles à la TVA. Désormais, on va s'intéresser quelles sont les activités locatives qui sont assujetties à la TVA. Parce que, vous allez le voir, pour pouvoir rentrer dans un champ d'application de TVA, certes, quoi qu'il se passe, le promoteur va la collecter. En revanche, pour pouvoir la récupérer en tant qu'investisseur, il va falloir être dans des activités qui sont assujetties à la TVA. Les activités de location vide qui sont destinées à l'habitation ou les locations meublées destinées à l'habitation sont exonérées de TVA. En revanche, les locations meublées en résidence de service ou meublées avec des services para-hôteliers sont quant à elles assujetties à la TVA de plein droit. Les locaux, bureaux professionnels, donc les locaux commerciaux vont être assujettis à la TVA sur option. En tant qu'investisseur, vous formulez cette option si vous y voyez un intérêt. En revanche, si vous décidez d'équiper ces mêmes locaux, là, vous y êtes de plein droit. C'est-à-dire que ce n'est pas une option qui s'offre à vous, hein, vous êtes automatiquement de plein droit. Tout comme la location de parking, qui est assujettie de plein droit à la TVA. Alors évidemment que si la location d'un parking est un annexe à l'habitation, il n'y a pas de TVA qui va s'appliquer. En revanche, si on loue le parking indépendamment, la TVA s'appliquera de plein droit, sauf à opter pour la franchise en base.
Alors, on reviendra tout à l'heure sur les principes d'option de TVA. Quel est l'intérêt d'investir dans une opération et de chercher à rentrer dans le champ d'application de la TVA? Eh bien, l'exemple de celui-ci, c'est un exemple dans un investissement en résidence de service. Vous faites l'acquisition d'un bien 120 000 € TTC. Finalement, vous ne payez que 100 000 € hors taxe, puisque vous allez récupérer les 20 000 € de TVA, puisque la vente est assujettie à 20%. Et dans le cadre de la location, eh bien, vous allez avoir des loyers qui vont être assujettis à la TVA. Le taux va dépendre de l'activité. Si on est sur des loyers professionnels, on est sur un taux à 20%. Et si on est sur des loyers d'habitation, on est à un taux à 10%. On a une particularité d'un taux réduit sur les EHPAD, puisqu'il y a une volonté, en tout cas, de soutenir le développement d'EHPAD et d'avoir un taux réduit à ce niveau. Ça veut donc dire que pour mon bien immobilier acheté 120 000 €, j'ai récupéré 20 000 € de TVA d'un côté. Donc finalement, d'un point de vue investisseur, ce bien m'a coûté que 100 000 €. Et derrière, j'ai des loyers qui sont facturés 4 400 € TTC. Si je suis dans l'habitation, je vais donc collecter 400 € que je vais reverser à l'administration. Donc, il me restera 4 000 € de loyer hors taxe. Une petite question, Aurélie, là tu parles que du cas de la résidence-service, c'est ça? Non, je donne un exemple juste d'une résidence de service, puisqu'on connaît, et sans rentrer dans la technique du sujet, on sait que les résidences de service sont assujetties à la TVA. Le principe, il est le même. Là, je donne juste pour exemple la résidence de service. D'accord, mais sur l'aspect location, parce que là, tu couvres tous les cas de la location. Tous les cas de location éligibles à la TVA. D'accord, donc c'est 20% si je loue à une société pour ses bureaux, par exemple? Oui, les locaux professionnels, le taux de TVA est de 20% sur les loyers collectés, effectivement. D'accord. Et si je loue à un particulier ou une famille pour un logement d'habitation de leur résidence principale, donc c'est 10%. C'est tout à fait ça. Et si c'est une résidence-service, ça va être quoi? Ça va être 10% dans tous les cas, sauf EHPAD, c'est ça? C'est tout à fait ça, puisque la résidence, pour rappel, la destination est bien l'habitation. Ok. L'option de TVA. Alors, l'option pour l'assujettissement à la TVA s'exerce même si le logement n'est pas encore achevé. Ça veut donc dire que si vos clients décident d'investir dans une opération et souhaitent se rendre éligibles ou assujettis à la TVA, eh bien, ils vont formuler cette option au moment où ils vont faire l'acquisition. Quand ils vont faire l'acquisition de leur bien, ils vont déclarer leur activité et en déclarant cette activité, ils préviendront l'administration fiscale qu'ils optent pour la TVA et choisiront donc l'option pour la TVA simplifiée. L'option s'exerce immeuble par immeuble, ça c'est important, c'est-à-dire qu'on peut bien investir dans plusieurs biens immobiliers et décider d'en assujettir certains à la TVA et d'autres pas, ou par ensemble immobilier, quand je mets EI, c'est ou ensemble immobilier par ensemble immobilier. Ce qui veut donc dire que si, par exemple, je détiens des biens via une société civile immobilière, que je décide d'acheter 2 locaux commerciaux, je peux faire le choix d'opter à la TVA pour l'un et pas pour l'autre. L'option que je vais formuler va prendre effet le premier jour du mois auquel je la formule. Et elle peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la 9e année. Cette option que je vais formuler, je vais la formuler dès que je vais faire l'acquisition et dès que je vais passer chez le notaire, ce qui va me permettre d'obtenir les remboursements de TVA au fur et à mesure que je vais payer mes appels de fonds. Le remboursement de la TVA est quant à lui définitivement acquis au terme des 20 ans dans l'immobilier. On va revenir aussi sur ces sujets, mais c'est une notion très importante. Ça veut donc dire que quand je fais l'investissement d'un bien
qui vaut 120 000 euros TTC. Je récupère 20 000 euros de TVA, mais je m'engage donc, ou j'engage le futur repreneur à réaliser cette activité pendant 20 ans dans les mêmes conditions. Je m'engage à rester un assujetti pendant 20 ans. Je m'engage donc à collecter de la TVA sur mes loyers pendant 20 ans également. Et c'est seulement au terme des 20 ans que je pourrais renoncer à cette option d'assujettissement si c'est le cas, puisque cette fameuse TVA m'est définitivement acquise. Si je décidais d'arrêter mon activité en cours d'acquisition, je décidais d'être un assujetti en tant que tel en cours de cet investissement, je serais redevable des années restantes à courir. Exemple, j'investis sur ce même bien 120 000 euros, j'ai récupéré 20 000, j'arrête mon activité de TVA en 10e année, je devrais donc restituer 10/20e de TVA à l'administration fiscale. Sauf dans certains cas qu'on va évoquer un peu plus loin. Alors, quels sont les critères pour récupérer la TVA dans un logement neuf? On a vu, dans un premier temps, certes, il faut que le bien soit lui-même une vente assujettie à TVA, il faut que l'activité rentre dans le champ d'application de la TVA. On a vu les activités qui étaient exclues. Aujourd'hui, avec GridKey, vous êtes sur des biens résidentiels, des biens d'investissement. Donc, on va s'intéresser à comment on peut investir sur les biens qui sont proposés dans le parc résidentiel pour récupérer la TVA. La première chose, c'est que le bien doit être neuf. Et un bien neuf au sens de la TVA, c'est un bien qui a donc moins de 5 ans. Il s'agit soit d'une construction nouvelle ou soit d'un immeuble ancien qui a fait l'objet de tels travaux dont l'importance est tellement importante sur l'ensemble des corps de métier qui rendent le bien à l'état neuf. Les locations qui sont destinées à l'habitation, on l'a vu tout à l'heure, sont en principe exonérées de TVA. Sauf 2 cas particuliers, les locations qui sont en résidence de service et les locations meublées qui sont proposées avec des prestations de services para-hôteliers. Donc, dès lors qu'on propose ces 2 types d'investissements immobiliers, eh bien, on va pouvoir récupérer la TVA sur les biens immobiliers résidentiels. Est-ce que tu peux définir la différence entre résidence-service et para-hôtellerie? Oui, alors on va l'aborder justement tout à l'heure puisqu'on va rentrer dans le détail de qu'est-ce qu'une résidence de service et qu'est-ce qu'un bien en para-hôtellerie pour pouvoir être véritablement assujetti. Mais avant ça, je voudrais répondre à une interrogation de la part des investisseurs. C'est, doit-on créer une société pour récupérer la TVA? Parfois, on a certaines personnes qui se disent ou qui nous consultent avec une volonté d'investir via une société pour pouvoir récupérer la TVA sur l'investissement. Mais ce n'est pas le fait d'investir via une société qui va nous permettre de récupérer la TVA, c'est bien le fait d'avoir des conditions d'éligibilité pour pouvoir opter à la TVA. Il faut donc que la nature de l'activité qui est hébergée dans la société soit assujettie pour déterminer l'assujettissement ou non de la TVA. Donc, si on investit dans des locaux commerciaux via une SCI, eh bien, on va pouvoir effectivement opter sur option ou de plein droit si on est dans des locaux équipés via la société civile immobilière. Mais si on investit dans des biens destinés à l'habitation, quand bien même on a formulé cette option, si nous n'avons pas investi dans le cadre d'une résidence de service ou avec des services para-hôteliers, nous ne pouvons pas récupérer la TVA quand bien même on investit via une société. Donc, ce point est important, en tout cas, à préciser. Maintenant, on va s'intéresser aux services para-hôteliers. Quels sont les services para-hôteliers qui vont nous permettre d'être éligibles à la TVA? Eh bien, c'est 3 des 4 services proposés ci-dessous. Soit le service du petit déjeuner, soit l'accueil de la clientèle, soit le nettoyage des locaux ou encore la fourniture de linge de maison. Ces services doivent être proposés dans des conditions similaires à l'hôtellerie.
Dès lors qu'on propose 3 de ces 4 services, eh bien, on se retrouve assujetti à la TVA, qu'il s'agisse d'une résidence de service ou qu'on réalise ces services dans le cadre d'une activité para-hôtelière. Lorsque vous faites dans un investissement neuf, notamment les biens proposés par Gridkey, eh bien, les biens assujettis à TVA vont être les résidences de tourisme, seniors, EHPAD ou les résidences destinées à l'étudiant. Mais tous les autres biens immobiliers qui sont proposés dans le parc, dès lors qu'on va proposer des services en para-hôtelier, seront eux aussi éligibles à la TVA et donc vous pourrez récupérer, enfin vos clients peuvent récupérer la TVA sur le montant de l'investissement. Maintenant, on va regarder. Excuse-moi Aurélie, juste, tu peux préciser pour creuser un peu les aspects para-hôtellerie, il y a Benjamin Koskas notamment qui nous a posé une question là-dessus. Les 4 services dont tu parles, tu peux nous dire concrètement comment on peut les fournir? Est-ce qu'il faut une salle à part, etc. J'ai vraiment prévu une slide exprès pour la para-hôtellerie. Donc, on va vraiment regarder ensemble dans quelles conditions on doit proposer ces services, puisque je vous les ai donnés je vous ai donné de manière très générique, similaire à l'hôtellerie. Qu'est-ce que ça veut dire d'être similaire à l'hôtellerie? On va le voir dans notamment la proposition de services en para-hôtellerie. En résidence de service, je ne rentre pas autant dans le détail parce que c'est le gestionnaire qui a cette obligation de proposer. Donc, ce sont des professionnels. On sait, ils connaissent les obligations. Là, on va d'abord regarder les résidences de service dans le neuf et dans l'ancien, notamment pour comprendre la mécanique de la récupération de TVA. Et ensuite, on va voir ce sujet sur la para-hôtellerie. Donc, les résidences de service. Eh bien, les résidences de service, on achète un logement qui est meublé dans une résidence avec service et nous avons donc une location qui est confiée à un exploitant professionnel via un bail commercial qui va sous-louer les logements et qui, lui, va fournir des services. 3 des 4 services qu'on en a évoqués tout à l'heure, au minimum, ça ne l'empêche pas de proposer les 4 services. Et dès lors qu'il va proposer ces 4 services, il va rentrer dans le champ d'application de la TVA. Cette gestion, elle est donc déléguée à un tiers qui est l'exploitant. Et vous, en tant qu'investisseur, vous avez la possibilité de récupérer la TVA sur le prix d'acquisition. Concrètement, vous récupérez 20% sur l'achat du bien. Et d'un autre côté, vous avez des loyers qui sont assujettis à TVA à hauteur de 10%. Une question d'Isabelle qui se demande la différence entre un gestionnaire et un régisseur. Alors, je ne sais pas si ça te parle, ça, régisseur? Oui, alors en fait, le gestionnaire exploitant, c'est l'entité qui va prendre à bail. On va prendre un exemple, je vais prendre l'exemple des seigneuriales par exemple. La société qui prendrait à bail, c'est PV Seigneurial Exploitation. C'est votre gestionnaire qui s'engage à louer pour vous le bien immobilier qui va être votre locataire. En revanche, les seigneuriales aura sur place un régisseur. Ce régisseur va s'occuper de l'animation, de la proposition des services au sein de la résidence. Donc, le régisseur, c'est la personne physique opérationnelle qui est sur place et le gestionnaire, c'est le professionnel qui s'est engagé, c'est la société en tant que telle. Précision sur la récupération de TVA. Dès lors qu'on rentre dans le champ d'application de la TVA en résidence de service, on va récupérer évidemment la TVA sur l'acquisition de l'immeuble, mais ainsi que l'immeuble et sur toutes les prestations assujetties à TVA. Donc, dès lors qu'on passe par un cabinet d'expertise comptable pour réaliser le bilan comptable, on parle toujours en hors taxe parce que les honoraires de TVA les honoraires de comptabilité sont assujettis à TVA et l'investisseur récupérera donc la TVA qu'il aura payée. Sur la location, il va collecter la TVA sur les loyers
En règle générale, pendant l'acquisition du bien, on fait opter pour une TVA trimestrielle. Ce n'est pas gentil. Pour une TVA trimestrielle, c'est la montre, pardon, de sorte à ce que le client récupère la TVA au fur et à mesure du paiement de ses appels de fonds. Et une fois que le client finalement est rentré dans son rythme des croisières et qu'on est en exploitation, on change l'option de la TVA pour passer sur une TVA annuelle avec un acompte semestriel. Ce qui veut donc dire que le client n'aura, un investisseur, n'aura à reverser sa TVA collectée avec un acompte en juillet et le reste en janvier. Alors, je vois une question d'Alain Pasquier. Concrètement, l'investisseur achète en hors taxe, la TVA est portée par le promoteur, il n'y a pas de remboursement de TVA à l'investisseur. Eh bien, ça dépend. Merci pour la transition, Alain, puisqu'en fait, il y a deux modèles d'acquisition qui s'offrent aux investisseurs. De plus en plus, effectivement, vous avez des opérations qui sont proposées directement en hors taxe. Le client, il est bien engagé sur un prix TTC, seulement on lui demande de financer l'opération seulement en hors taxe. Pourquoi? Puisque le promoteur va faire des appels de fonds à hauteur de 83,33% du bien. Et au fur et à mesure que les appels de fonds seront payés, il mandate à ce moment-là également un cabinet d'expertise comptable qui va aller récupérer la TVA au fur et à mesure des appels de fonds, qui va être versée directement sur le compte du notaire, le compte client chez le notaire, et le promoteur, sur les derniers appels de fonds, les adressera directement au notaire pour se faire payer les 16 666 € de TVA dans l'exemple. Alors, les 16,66%. Très souvent, on a des problèmes d'incompréhension à ce sujet-là. Quand on a 20% de TVA appliquée sur un bien immobilier, et bien sur 100 000 €, ça représente 16 666 de TVA et 83 333, c'est le montant hors taxe. Ce client, donc ces modèles d'acquisition, je pense qu'aujourd'hui, le marché est très ouvert à mettre en place des opérations en portage de TVA parce que vous avez du mal à financer la TVA. Hein, les banques n'acceptent pas forcément le financement de la TVA, ce qui est compliqué ou vous oblige en tout cas à faire parfois de prêts. Donc, les promoteurs sont sensibles et dans leur cycle de commercialisation, ils ont beaucoup plus d'intérêt, effectivement, à aller chercher, à mettre en place le portage de sorte à faciliter les ventes et le suivi des opérations. En revanche, il existe certains opérateurs qui décident malgré tout, parce que c'est plus compliqué pour eux et qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans ce schéma-là, donc ils décident de vendre en TTC et demandent aux clients finalement d'en faire leur affaire personnelle, de récupérer la TVA. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, le cabinet d'expertise comptable fera les demandes de remboursement qui arriveront chez le compte du client, mais pour le coup, directement sur le compte bancaire du client. J'ai présenté exactement le détail dans le financement hors taxe, c'est-à-dire on a l'investisseur qui est ici, qui finance à hauteur de 83,33% du bien, qu'il paye au promoteur. Le promoteur passe par un expert comptable pour demander la récupération de TVA au fur et à mesure des appels de fonds. L'expert comptable sollicite l'administration fiscale pour récupérer la TVA et la TVA est versée directement sur le compte du notaire. Le promoteur adressera donc les derniers appels de fonds au notaire. Je précise toutefois qu'attention, quand bien même les derniers appels de fonds sont payés par le notaire, s'il y avait un problème de requalification de TVA, c'est bien l'investisseur qui est tenu au financement la totalité de l'opération et seul l'investisseur est engagé vis-à-vis de la TVA. Deux remarques sur ce sujet de Alain et Benjamin sur le côté intéressant ou pas pour l'investisseur d'avoir recours à un financement TTC plutôt qu'un financement hors taxe dans ce dernier cas, lorsque le promoteur porte la TVA. Alors, effectivement,
en fait, c'est lié au financement, à la facilité de financer l'opération. C'est-à-dire que si c'est compliqué pour l'investisseur de trouver une banque qui finance la partie de la TVA du programme, ce qui est le cas, hein, c'est pas simple. Il y a des banques qui le proposent, mais ce n'est pas simple. Là, vous aurez plutôt tendance à chercher un promoteur qui propose ce portage. En revanche, si votre client arrive à se faire financer un montant TTC, donc avec la TVA, comme il va la récupérer, effectivement, ça lui donne une capacité à avoir comme un prêt de trésorerie supplémentaire dans le cadre de son investissement, puisqu'il va récupérer les 20% de TVA directement puisqu'il les a financés. Et que ça sera un coût qu'il n'aura pas réellement engagé, puisqu'il va le récupérer de l'administration fiscale assez rapidement. Donc, dans ce dernier cas, si c'est finançable et que le client a utilité, je dirais, d'avoir cette poche de trésorerie qui vient du prêt, ça peut être intéressant. C'est tout à fait ça. Et concernant la question de Benoît, j'y ai répondu du coup concernant l'engagement. Hein, c'est bien l'investisseur qui est engagé et non le promoteur, puisque c'est vraiment dans le paiement des appels de fonds, une organisation dans les appels de fonds qui a pour objectif de faciliter finalement l'acquisition. Mais quoi qu'il se passe, c'est le client qui est engagé sur ce sujet de TVA. Alors, la récupération de TVA, je l'ai aussi précisé tout à l'heure, mais je réitère hein, qu'il faut évidemment formuler l'assujettissement à la TVA pour pouvoir la récupérer. La déclaration de ce TVA se fait donc au fur et à mesure du paiement des appels de fonds. Alors après, ça va dépendre aussi du cabinet d'expertise comptable qui accompagne. Parfois, certains cabinets d'expertise comptable vont faire des déclarations semestrielles, d'autres trimestrielles. Il est évident que c'est dans l'intérêt du client d'être sur une récupération trimestrielle. La première déclaration peut engendrer un délai de remboursement plus ou moins long et ça, c'est important de l'avoir en tête. Il faut compter, maximum 3 mois pour obtenir le premier remboursement. Mais rappelez-vous que nos déclarations peuvent se faire une fois le trimestre échu. Concrètement, on a 4 dates pour pouvoir faire nos déclarations de TVA. C'est le 15 suivant le trimestre échu, donc 15 avril, on va avoir le 15 juillet, on va avoir le 15 octobre, pardon, et on va avoir le 15 janvier également pour pouvoir faire nos déclarations. Seulement, si votre client il a payé le 1er janvier son appel de fonds, eh bien, on pourra faire sa déclaration qu'au 15 avril. Et à partir du 15 avril, il faut compter un délai maximum de 3 mois. Donc, il faut être conscient de ces délais-ci, puisque évidemment, bien, ça va faire une certaine avance de trésorerie pour les clients qui investissent et qui paieraient l'opération en TTC. Ensuite, pour les déclarations suivantes, les remboursements sont réalisés généralement le mois qui suit la demande. L'administration a identifié l'opération, le loueur, et donc elles se font de manière automatique. La résidence de service dans l'ancien, la vente, quant à elle, n'est pas grévée de TVA, sauf si, évidemment, le bien a moins de 5 ans. Ça veut donc dire que le bien, la vente, elle est réputée finalement être hors taxe. Il n'y a pas de TVA collectée dessus. Et c'est le nouvel acquéreur qui va racheter le bien, notamment dans le cadre des résidences de service, qui va reprendre l'engagement de la TVA de l'ancien acquéreur. C'est-à-dire que le vendeur vend le bien, lui a récupéré la TVA. La vente est réputée n'étant pas grévée de TVA, donc le nouvel acquéreur reprend les engagements du premier. Donc, s'il vend au bout de 10 ans, eh bien, et qu'il décidait de ne pas renouveler le bail, je ne sais pas moi, 2 ou 3 ans après, eh bien, c'est lui qui devrait restituer la TVA au prorata temporis. Point d'alerte assez important également, ça veut donc dire que ce nouvel investisseur qui n'a pas récupéré la TVA ne peut pas non plus opter pour la franchise en base. Vous savez, dès lors qu'on a moins de 35 000, alors j'arrondis, mais moins de 35 000 euros de TVA, de chiffre d'affaires, pardon, on peut opter pour la franchise en base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, on est bien dans une activité
assujettis de plein droit à la TVA, mais comme on a un petit chiffre d'affaires, l'administration fiscale accepte que nous ne collectons pas la TVA et nous ne la reversons pas non plus. Ce qui veut donc dire qu'à partir du moment où on reprend les engagements du premier acquéreur, si on ne collecte plus on décidait d'opter pour la franchise en base, ça voudrait donc dire qu'on ne collecterait plus la TVA sur les loyers et qu'on la reverserait plus à l'administration fiscale. Et ça veut donc dire qu'on ne reprendrait pas les engagements du premier et qu'on serait donc tenu à une régularisation. Donc ça, ce point, il est important puisque parfois, on a eu des dossiers, nous, en reprise d'expertise comptable où les clients avaient opté pour la franchise en base alors qu'ils ne devaient pas le faire. Si je peux juste souligner ce que tu viens de dire, Aurélie, donc là, on parle vraiment de la transmission d'une résidence-service en cas de revente au-delà de 5 ans. Donc, le bien étant réputé n'être plus neuf au-delà de 5 ans. Et vous comprenez en fait que le risque, il est vraiment transmis à l'acquéreur. C'est-à-dire que vous, même si vous avez vendu au bout de 6 ans, et donc vous n'êtes pas allé au terme des 20 ans d'engagement de location sous régime de TVA que vous avez pris et qui vous a permis de bénéficier de la récupération de la totalité de la TVA sur votre premier achat, et bien, comme de toute façon, c'est votre acquéreur qui est réputé prendre la suite de votre engagement, s'il ne le récupère pas, déjà, lui, l'acquéreur, il ne pourra pas récupérer la TVA parce que la vente, elle est faite hors TVA. Donc, il n'y a plus de TVA dans cette revente que vous lui faites au-delà de 5 ans. Et après, il est censé reprendre les engagements d'assujettissement à la TVA pour les loyers qu'il va percevoir. S'il ne le respecte pas, c'est lui qui va devoir rembourser la TVA pro rata temporis. C'est bien ça, hein, Aurélie? Ça, tout à fait. Donc ça, c'est un point important. Donc c'est à lui de bien comprendre les engagements qu'il prend lorsqu'il vous achètera le bien que vous revendez, une résidence secondaire, au-delà de 5 ans de détention. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la résidence, enfin l'activité en para-hôtellerie. Titrer cette partie volontairement « Quel montage pour réaliser l'opération soi-même » parce que très souvent, en fait, c'est comme ça qu'on nous consulte, c'est-à-dire que beaucoup d'investisseurs ont envie finalement de monter l'opération sous le même principe que la résidence de service en se disant « Ainsi, je vais me retrouver dans une activité qui va me permettre de récupérer la TVA. » Est-ce que je peux te poser deux petites questions quand même avant pour relayer celle de Benjamin qui se demandait si pour les villes qui imposent des plafonds de loyer, est-ce que ces plafonds s'appliquent ou non dans le cadre d'un bail commercial en résidence-service? Alors, à mon sens, non. Il faudrait malgré tout consulter puisque, en fait, la réglementation, l'encadrement des loyers, en fait, s'applique notamment dans le cadre de la rédaction d'un contrat de location sous la loi du 6 juillet 1989. À mon sens, les résidences de service ne sont pas concernées puisqu'effectivement, on est via un bail commercial. On est exclu du champ d'application. Mais bon, je mets quand même une réserve. Je ne suis pas forcément juriste immobilier. Donc, a priori, non. Hein, comme vous le pensiez, Benjamin, parce que c'est ce qu'il disait. Une question aussi de David, alors assez précise, si tu veux la regarder par rapport justement aux résidences para-hôtelières. Donc, c'est une résidence para-hôtelière. Est-elle toujours requalifiée si plus de 30% des investisseurs récupèrent leurs appartes après la première durée du bail? Alors, en fait, je pense qu'il y a deux sujets, en fait. Alors, je propose qu'on évoque cette question à la fin, puisque là, on va parler de para-hôtellerie et vous allez mieux comprendre la subtilité que j'apporterai dans cette réponse. Alors, je réponds juste à Elisabeth et je te laisse continuer la présentation. Donc, qui évoque le fait que
un acquéreur d'une résidence-service achetée sur le marché secondaire, qui ne bénéficie pas donc de cette possibilité de récupérer la TVA sur son achat, pourrait bénéficier d'un prix de vente négocié. En fait, le prix de vente, il va être proposé par le vendeur. Et souvent, d'ailleurs, dans le marché secondaire de la résidence-service, il y a des acteurs spécialisés dans la revente que vous retrouverez tous sur Gridkey, où il y a des milliers d'offres disponibles. Donc, il y a des structures qui proposent ces reventes et qui vont calibrer qui vont conseiller le vendeur pour calibrer le prix de manière à assurer en fait une rentabilité, un taux de rentabilité qui est assez précisément normé selon les typologies de résidences. C'est surtout ce taux de rentabilité qui va fixer le prix. C'est surtout ça. Donc, pour pouvoir monter sa propre opération et récupérer la TVA sur un bien immobilier, eh bien, il va avoir donc deux conditions. La première, c'est d'acheter un logement neuf, donc un logement qui a moins de 5 ans, ou alors un logement qui aurait réalisé un certain nombre de postes de travaux qui le requalifierait en neuf, mais en l'occurrence, de toute façon, chez Gridkey, les propositions de biens ne sont que des biens neufs. Donc, ce serait cette typologie de biens. Et ensuite… On a aussi le marché secondaire. Oui, mais le marché secondaire du LMNP, oui. Non oui, donc du coup, on n'est pas dans des opérations qu'on gère quand même. Et proposer 3 des 4 services, ce qui nous amène à être dans une activité de para-hôtellerie. Proposer 3 des 4 services, donc on l'a vu, c'est l'accueil, donc la réception. On va pouvoir proposer des services de réception, même si cette réception n'est pas personnalisée. L'accueil peut être confié à un mandataire qui assure en un lieu unique différent du local loué. C'est tout à fait possible. Mais dès lors que c'est appliqué ainsi, eh bien, on a ce service qui est proposé. Ensuite, on a le petit déjeuner. La fourniture du petit déjeuner doit être réalisée à la demande du locataire selon les usages professionnels, mais au choix de l'exploitant, soit en chambre ou un local aménagé permettant la prise du repas situé dans l'immeuble ou dans l'ensemble immobilier. Le nettoyage, c'est la même chose, il doit être proposé et le propriétaire doit mettre les moyens, doit proposer en tout cas le service à son client pendant son séjour, selon une périodicité régulière. Attention, la condition est non satisfaite si le nettoyage est proposé uniquement à l'entrée ou à la sortie. C'est exactement la même chose pour le linge de maison. La fourniture du linge de maison doit être proposée pendant le séjour et la condition n'est pas satisfaite également si le linge est proposé uniquement à l'entrée et restitué et nettoyé à la sortie. Ça veut donc dire que sur 3 des 4 services qui sont proposés, quand on dit qu'il doit être similaire à l'hôtellerie, eh bien, il faut se projeter finalement quand on consomme des nuitées d'hôtel. Qu'est-ce que nous propose l'hôtelier ? Eh bien, il nous propose un passage régulier. Eh bien là, ça doit être proposé exactement dans les mêmes conditions. Le petit déjeuner, c'est normé ou est-ce qu'un distributeur de barres de céréales, ça fait l'affaire ? Absolument pas, puisqu'il doit être dans les usages professionnels et qu'il doit être soit proposé en chambre ou dans un local aménagé. Donc, le distributeur ne fonctionne pas. D'accord. En revanche, sur les 3 des 4 qui sont présentés ici, on précise bien qu'on est dans une proposition de service. Ce qui veut donc dire que dès lors que on peut parfaitement proposer le service et si nos locataires ne les consomment pas, eh bien, ce n'est pas dérangeant, mais ils doivent avoir cette possibilité de les consommer. Par ailleurs, on peut également prévoir un montant forfaitaire et que ces prestations soient facturées. De ce côté-là, l'administration fiscale ne voit pas d'obstacle à ce qu'il y ait une facturation complémentaire. Et ça peut être, c'est pas encadré. C'est-à-dire, imaginons que je facture chacun de ces services une somme extrêmement chère. J'ai le droit de le faire.
Alors, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on appelle cher? La première chose, c'est que ça doit... Avec en tête, par exemple, si je voulais secrètement que mes locataires ne consomment pas ces services pour éviter d'avoir à les gérer. Et s'ils le faisaient, je les facture cher. Ça, c'est possible? Alors, en fait, c'est possible, mais attention, puisque nous sommes en droit fiscal. En droit fiscal, ce n'est pas une science exacte, hein. Ça veut donc dire que lorsque vous allez contrôler, l'administration, enfin le contrôleur, va regarder tous les faisceaux d'indices. Effectivement, si vous proposez des petits déjeuners à 50 €, évidemment, c'est dissuasif et évidemment que c'est comme si vous ne proposiez pas ce service. En revanche, si vous proposez 15 € un petit déjeuner, quand bien même ça peut paraître cher, ça reste les standards de l'hôtellerie malgré tout. Donc, voilà, il faut que ce soit en cohérence malgré tout si vous ne voulez pas avoir de sujet de discussion avec l'administration fiscale. Alors, cette activité, dès lors qu'on va proposer soi-même 3 des 4 services, comment on doit investir, comment on doit la mettre en place et quelles sont les différences avec une résidence de service. D'abord, la première chose, c'est que dès lors où on va proposer 3 des 4 services, donc cet achat, la question c'est est-ce qu'il est en nom propre, est-ce que c'est en location meublée non professionnelle? Eh bien, la réponse c'est non, ce n'est pas une activité de location meublée non professionnelle ou professionnelle. On est dans une activité de location de para-hôtellerie. Et cette activité de location para-hôtelière a des différences très importantes par rapport à l'activité de location meublée. Il y a beaucoup de confusion sur ces sujets d'ailleurs, et même beaucoup parfois de professionnels font l'erreur en indiquant vous proposez 3 des 4 services, vous allez récupérer la TVA et en récupérant la TVA, vous allez avoir des revenus nets d'impôts comme en location meublée non professionnelle. Certes, c'est très similaire, mais ce n'est vraiment pas la même chose. Donc d'abord, on a une définition qui est propre dans le BOFIP entre une location meublée et une activité para-hôtelière. Donc les 3 des 4 services qu'on a proposés, eh bien, dès lors que c'est proposé directement par le propriétaire ou un mandataire, eh bien, on se retrouve dans une activité para-hôtelière. Seule l'activité réalisée en résidence de service est reconnue comme une activité de location meublée, alors qu'elle devrait être reconnue comme une activité para-hôtelière. Donc, l'administration fiscale accepte que la résidence de service rentre dans le champ d'application de la location meublée, mais ça ne devrait pas l'être. Et en activité para-hôtelière, c'est quoi les points de différenciation? Eh bien, c'est notamment dans la nature de l'activité. Bon, une activité de location meublée, on est habituellement dans une activité civile. On va déclarer son activité auprès du greffe du tribunal en formulant un P0I ou un FCMB. Le P0I, c'est pour les personnes seules ou les couples mariés. Le FCMB, c'est pour les indivisions. Lorsqu'on va avoir la déclaration de ses revenus, on va être sous le régime de la location meublée non professionnelle ou professionnelle pour la déclaration de revenus. Et le chiffre d'affaires, eh bien, pour bénéficier du micro, des seuils de micro, il faut avoir un chiffre d'affaires inférieur à 72 600 et on a un abattement de 50%, ou 176 200 si on veut opter pour le meublé de tourisme et obtenir le label classé meublé de tourisme. En revanche, pour une activité para-hôtelière, on est dans une activité commerciale. L'inscription va se faire au registre du commerce et des sociétés en complétant un formulaire M0. Le formulaire M0 pour les personnes morales ou P0 pour les entreprises individuelles va déclencher des cotisations sociales. Ça veut donc dire qu'en tant qu'investisseur, il va recevoir de l'URSSAF des cotisations sociales SSI à payer. Alors, dans ce cadre-là, il suffit de demander à l'URSSAF une annulation de cotisation et dans la plupart des cas, l'annulation est acceptée. En tout cas, nous, 100% des dossiers pour lesquels on a demandé à avoir un non-assujettissement aux cotisations sociales ont reçu une suite favorable.
Pour autant, il faut prévenir ces investisseurs qui vont recevoir ces cotisations minimales de 1 200 € la première année, quand bien même on va demander le dégrèvement. Ensuite, deuxième point, les seuils de chiffre d'affaires sont les seuils de 176 200, ils sont plus importants pour pouvoir bénéficier du micro. En revanche, comme on est dans les mêmes règles finalement comptables qu'une activité de location meublée, on a plutôt intérêt à opter pour le régime réel et obtenir des revenus nets d'impôts, puisqu'on va pouvoir déduire l'achat de l'immobilier via les règles de l'amortissement de l'immobilier qu'on connaît dans la location meublée comme en activité para-hôtelière. En location meublée, vous savez qu'on a une notion d'investisseur professionnel, non professionnel qui va dépendre d'un chiffre d'affaires minimum, c'est-à-dire qu'il faut atteindre au moins 23 000 € et que la source des revenus de location meublée doit être la source essentielle du foyer pour avoir une qualification de professionnel. En revanche, en activité para-hôtelière, l'appréciation de réaliser cette activité de manière professionnelle ou non professionnelle n'est pas définie de la même manière. Pour être professionnel, il faut avoir une participation personnelle, directe et continue. Ce qui veut donc dire que les propositions de services devront être faites directement par les loueurs. Puisque si le loueur fait appel à une agence immobilière ou un contrat de travail pour que la personne propose 3 des 4 services, eh bien son activité sera réalisée à titre non professionnel. En location meublée, on est sur des plus-values des particuliers. C'est le gros avantage de la location meublée, puisqu'on va amortir la valeur d'un bien immobilier, on va avoir des revenus nets d'impôts, et le jour où on va vendre, on va se retrouver dans le schéma du particulier, avec la chance d'avoir des abattements pour durée de détention à partir de 22 ans pour la plus-value et 30 ans pour les cotisations sociales. Lorsqu'on est loueur en meublé professionnel, si l'activité, elle est réalisée à titre pro depuis plus de 5 ans et qu'on a un chiffre d'affaires inférieur à 90 000 €, on est également exonéré de plus-value. Lorsqu'on réalise son activité en para-hôtellerie, eh bien, on est obligatoirement sur la plus-value des professionnels. Si on réalise son activité à titre professionnel, c'est-à-dire qu'on réalise avec une participation personnelle, directe et continue, eh bien, on va profiter des mêmes règles que le loueur en meublé professionnel. Si on a cette qualification professionnelle dans plus de 5 ans, que le chiffre d'affaires est inférieur à 250 000 €, eh bien, on va être exonéré de plus-value. En revanche, si on a un mandat et qu'on confie 3 des 4 services ou la gestion de ce bien à une agence immobilière ou à un tiers par le biais d'un contrat ou d'un mandat, on sera non professionnel et donc on sera assujetti aux plus-values professionnelles, mais sans possibilité de profiter d'exonération. Donc ça, ce point, il est quand même relativement important puisqu'il faut que les clients aient ces éléments en tête. Concernant le régime social, donc c'est l'affiliation au régime des indépendants, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que dès lors qu'on déclare son activité en para-hôtellerie, le fait de s'inscrire au registre du commerce et des sociétés va générer une affiliation au régime des indépendants. En revanche, on sait qu'on peut demander une annulation d'affiliation, qu'aujourd'hui, nous, dans notre cas et de notre expérience, on sait que 100% de nos dossiers ont obtenu une suite favorable, mais attention, cette décision est à l'appréciation souveraine de l'URSSAF. Ce n'est pas lié à un seuil de chiffre d'affaires particulier, le fait d'obtenir cette annulation. Il y a plein de conditions. Notre argumentaire est constitué sur plein de points clés qui nous permettent d'obtenir, et notamment aujourd'hui le fait d'avoir moins de 23 000 € de revenus sur les clients sur lesquels nous avons réalisé ces demandes d'exonération, on fait pencher en notre faveur les décisions de l'URSSAF. D'accord, donc c'est un point important que soulignait Valérie, d'être en dessous du seuil de 23 000 € si on va avoir la chance d'avoir cette annulation. Alors,
c'est pas une certitude, hein, ce que je vous dis, parce qu'en fait, il est fort probable que même si on a plus de 23 000, mais que c'est pas la source essentielle, etc., qu'on arrive malgré tout à obtenir une décision favorable. Et en tout cas, si on veut cumuler toutes ces chances de ne pas être affilié au régime des indépendants, il faut effectivement peut-être éviter d'être au-dessus des 23 000. En revanche, attention, hein, on parle de 1 200 € de cotisation minimum. En fait, le calcul des cotisations et le calcul est sur le résultat. On a très souvent un résultat qui est nul. Donc, en fait, on a les cotisations minimales qui sont 1 200 €. Mais dans certains cas, ça va intéresser nos investisseurs d'avoir ces affiliations au régime des indépendants puisqu'on va quand même cotiser à 3 trimestres de retraite. Donc, on a parfois des populations d'investisseurs qui vont être intéressés par ce modèle. En location meublée, hein, pour rappel, on n'a pas de cotisation sociale, sauf si on est loueur en meublé professionnel ou si on est loueur en meublé non professionnel et qu'on réalise plus de 23 000 € en location saisonnière uniquement. C'est-à-dire que si je fais 40 000 € de revenus locatifs destinés à l'habitation en location meublée, j'ai plus de 23 000 €. Si à côté, ce n'est pas la source essentielle de mon foyer, je n'ai pas de cotisation sociale. En revanche, si j'ai 25 000 € de location saisonnière et quand bien même j'ai 100 000 € de revenus à côté, je suis bien LMNP, mais du fait que je dépasse les 23 000 en location saisonnière, je vais être assujetti aux cotisations sociales, soit la SSI, soit le régime général. Benjamin n'a pas bien compris l'exonération de plus-value. Alors, para-hôtelière. Je vais regarder la question précisément. Vous pouvez revenir sur l'exonération des cotisations sociales en location. Non, alors sur Benjamin qui dit « Je n'ai pas compris l'exonération de la plus-value pour le pro et le non-pro pour l'activité para-hôtelière ». Alors, dès lors qu'on investit en para-hôtellerie, en fait, et qu'on confie ce mandat à un tiers, c'est-à-dire à une agence ou peu importe le tiers qui va réaliser la location et la proposition des services, on est en non professionnel. Ça veut donc dire que nous n'avons pas d'exonération possible de plus-value. Ça veut donc dire que le jour où je vends, si j'ai acheté mon bien 200 000 et que je le revends 200 000, mais que j'ai pratiqué 100 000 € d'amortissement, ma valeur nette comptable est de 100 000 €. Je vais donc avoir une plus-value qui sera calculée sur 100 000 €. Ce même bien, si je réalise moi-même les services et que je vends mon bien, comme j'ai une participation personnelle directe et continue depuis plus de 5 ans et que le chiffre d'affaires est inférieur à 250 000 €, dans cette même situation, je n'aurai pas de plus-value, je ne paierai pas de plus-value sur cette transaction immobilière puisque je serai exonérée. En fait, c'est qu'on tient pas compte de l'amortissement dans le calcul du prix initial, c'est ça? Alors, on en tient compte, mais on est exonéré puisqu'on répond à 2 conditions. C'est d'avoir une activité de plus de 5 ans et d'avoir un chiffre d'affaires inférieur à 250 000 €. D'accord. Quelle que soit ma plus-value, je suis exonéré. Dès lors que je remplis ces 2 conditions. Tout à fait. Attention, hein, on est exonéré de plus-value, mais on n'est pas exonéré de cotisation sociale. Okay. C'est un point important. Alors, que se passe-t-il en fait Quelles sont les conséquences d'une vente au regard de la TVA? Donc, dans les 2 cas, hein, qu'on soit en résidence de service ou qu'on monte cette opération soi-même pour récupérer la TVA, eh bien, on comprend bien que cette TVA elle est définitivement acquise au terme des 20 ans. Ça veut donc dire qu'au cas de cessation d'activité prématurée, si vous décidez soit de ne pas renouveler le bail avec l'exploitant ou alors vous décidez de reprendre ce bien pour l'occuper, eh bien, vous allez avoir 10/20 de TVA à reverser si vous arrêtez votre activité en cours de la 9e année, par exemple. Donc, c'est l'exemple que j'ai donné déjà au long de cette présentation. J'ai acheté mon bien 120 000 TTC. Je devrais donc reverser 10/20, soit 10 000 € de TVA. En cas de vente du bien,
La vente est en principe assujettie à la TVA si elle a lieu dans les délais des 5 ans. Ça veut donc dire que si j'ai acheté mon bien 120 000 TTC, j'ai bien récupéré 20 000 de TVA. Si je revends mon bien au bout de 3 ans 150 000 TTC, je reverserai 25 000 de TVA à l'administration fiscale. Là, je me repositionnerai en tant que vendeur, en tant que collecteur. Collecteur pour le compte de l'administration fiscale. Donc, ma vente sera grévée de TVA. En revanche, si ma vente a lieu après 5 ans, mais avant 20 ans, il doit reverser la TVA déduite lors de l'achat de l'immeuble au prorata des années restant à courir si j'arrête mon activité. Toutefois, si je revends à quelqu'un qui reprend mes engagements, et donc notamment à un investisseur en résidence de service qui reprend le bail commercial, ou alors à quelqu'un qui reprend le locataire en place avec le contrat et la proposition des 3D4 de services pour une activité para-hôtelière, eh bien, dans ce cadre-là, il n'y a pas de reversement par le vendeur, c'est bien le nouvel acquéreur qui va reprendre les engagements. Voilà pour la partie conséquences de la TVA et les possibilités de récupérer la TVA sur les investissements immobiliers. Lorsqu'on le fait en résidence de service, bon, c'est un montage qui est quand même bien encadré. Dès lors que le client décide de le faire soi-même, attention, il ne faut pas que ce client, enfin, il faut que ce soit un client qui se projette sur un investissement de long terme, puisque nous avons eu le cas très récemment avec un client qui voulait investir avec une volonté de revendre à 9 ans et donc n'avait pas forcément bien pris en compte les enjeux de la TVA, de régularisation, au cas où elle ne revendait pas avec un nouvel acquéreur, enfin, qui reprenait les engagements. Et le deuxième point d'alerte que nous avons aussi auprès de cette personne, c'est que comme elle n'avait pas prévu de s'occuper personnellement de manière continue et directe de la gestion, eh bien, elle se retrouvait assujettie à une plus-value professionnelle qui tenait compte du coût des amortissements pratiqués. Et du coup, ce n'était peut-être pas l'option à retenir dans le cadre de cet investissement. Voilà pour le sujet de la TVA dans le cadre d'un investissement en bien neuf. Est-ce que Mathieu, on a d'autres questions ? Alors, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous voulez qu'on revienne sur certains points. Mais je crois qu'on a bien couvert de toutes les questions qui avaient été posées jusqu'ici. Alors, j'ai vu des questions. Si les ventes ont lieu par l'intermédiaire d'un mandat de vente, est-ce que les frais d'agence à la TVA sont des frais déductibles? Bah oui, dès lors qu'on est assujetti à la TVA, toute la TVA de toute façon qu'on va payer, c'est une TVA qui va donc être déductible. Il y avait une question tout à l'heure où j'ai évoqué qu'on la reverrait après. Oui, alors c'était quelqu'un qui me posait la question sur les 30%. Dès lors que la personne, voilà, une résidence est-elle toujours requalifiée si plus de 30% des investisseurs récupèrent leur appartement après la première durée du bail, droit d'éviction payé sur une résidence de tourisme très bien située par exemple. Alors, de quoi parle-t-on en termes de requalification? Déjà, la première chose, c'est que dans un premier cas, les investisseurs étaient en LMNP dans un premier temps puisqu'ils étaient avec un bail, un exploitant. S'ils veulent poursuivre leur activité et ne pas avoir de requalification de TVA, dans ce cadre-là, il faut qu'ils poursuivent. Ils seront donc en activité para-hôtelière et non en activité LMNP. Mais c'est tout à fait possible de poursuivre et de ne pas avoir de requalification de la TVA. Alors, Elisabeth pose une question sur le formulaire sur lequel il faut inscrire la TVA pour la récupérer sur les frais d'agence. Ah ben, c'est les déclarations de TVA CA3 et CA12 en fait, hein, que font chaque investisseur assujetti à la TVA. Valérie n'a pas bien compris la tolérance de l'administration fiscale pour la résidence-service classée en para-hôtelier. Alors, je ne comprends pas la question de Valérie. Ouais, c'est peut-être parce que la tolérance.
Ah oui, non, alors si je comprends, pardon, la question de Valérie. Valérie dit, je ne comprends pas que l'administration fiscale finalement tolère qu'une résidence-service soit déclarée en location meublée et non en para-hôtellerie. Alors c'est une hérésie, on est bien d'accord, mais les textes sont clairs, le BOFIP est clair. L'administration fiscale considère dès lors qu'il y a un gestionnaire exploitant dans une résidence de service et que les propriétaires investisseurs n'ont pas de loyer indexé sur les résultats d'activité du gestionnaire exploitant, et bien dans ce cadre-là, on est bien en LMNP. Et tant mieux pour l'investisseur. Alors attention d'ailleurs, dans les renégociations des baux, aux propriétaires ou aux exploitants qui proposeraient finalement un loyer à la baisse mais avec un variable sur les performances, bien attention parce qu'on a une requalification de location meublée non professionnelle vers para-hôtellerie, puisqu'il y a une participation au résultat de l'exploitant. Et donc, du coup, toutes les conséquences fiscales que ça engendre dans le cadre d'une vente. Oui, sur le calcul des plus-values, tu veux dire. Oui, tout à fait. Je vois Benjamin qui pose la question, si j'emploie un salarié pendant 20 ans, suis-je bien un professionnel? Alors non, vous exercez en non professionnel puisqu'en fait, vous avez délégué la participation personnelle directe et continue à un tiers. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de... vous êtes non professionnel. Donc si c'est le cas, si vous êtes concerné, eh bien, moi, je vous conseillerais clairement, les 5 dernières années, de participer de manière personnelle, directe et continue dans l'exercice de cette activité. 5 dernières années avant de vendre. Oui, Benjamin, dans ce cas, vous devez faire vous-même le ménage ou l'accueil. C'est ça. C'est une question très importante, en tout cas. Il faut choisir. On n'a rien sans rien. Est-ce que vous avez quelques dernières questions? Alors Isabelle, oui, nous pose la question dans le cadre d'une vente LMNP ancien sous le régime VIR, les travaux faisant partie du prix du bien, c'est l'ensemble qui est inscrit en immobilisation? Oui, tout à fait. Ils vont être partis dans les amortissements immobilisés. Très bien, je pense avoir répondu à l'ensemble de vos interrogations. On attend juste peut-être voir s'il y a une dernière question. J'ai l'impression, Gabriel voulait nous poser la question qui arrive. Pourriez-vous revenir sur l'IFI en LMP? LMP. Alors, c'est exactement l'impôt sur la fortune immobilière dans le cadre du loueur en meublé professionnel. Pour que le patrimoine soit exonéré, eh bien, il faut que ce soit l'activité principale du loueur et que le résultat soit positif. Donc, c'est quand même relativement contraignant et l'administration fiscale considère aussi que si vous avez une activité salariée par ailleurs, ce n'est donc pas votre activité principale. Donc, seuls les vrais loueurs en meublé professionnel, donc c'est leur véritable activité, eh bien, finalement, peuvent voir leur patrimoine exonéré d'IFI. Mais pour les autres, dans la plupart des cas, on est dans un patrimoine qui est taxé. Quand tu dis si on est salarié par ailleurs, donc c'est indépendamment de la proportion des revenus qui viennent de mon activité salariée par rapport aux revenus de location. Oui. Okay. Et si je suis indépendant, mais que je travaille dans une activité... C'est le même principe. Donc, il faut que j'exerce aucune autre activité professionnelle. Ou alors qu'elle soit très, très minime. Si, par exemple, vous avez 70 000 euros de revenus location meublée, puis à côté, vous avez généré 2 000 euros d'activité de conseil, on comprendra bien que c'est vraiment votre activité principale, puis il n'y a pas de doute. Mais si c'est à 50-50, le risque de requalification de l'administration fiscale est très présent. D'accord. Une question de Patrick qui demande comment on peut évaluer de façon opposable la part foncière non amortissable.
Eh bien, il suffit de faire appel à un expert immobilier agréé ou votre notaire en cas de contrôle de l'administration fiscale. Les avis de valeur réalisés par ces deux professionnels ne sont pas contestables. Hein, c'est sur en LMNP, lorsque vous achetez un bien, vous pouvez amortir la totalité du prix, sauf la partie du prix qu'on considère représenter l'achat du foncier. C'est ça. Et c'est la même chose pour la partie para-hôtelière. En fait, dès lors qu'on est en BIC, en bénéfices industriels et commerciaux, ou les biens qui sont en SCI, LIS, c'est la même chose. Eh bien, merci à tous. Merci beaucoup Aurélie. Ravi d'avoir pu faire cette présentation ensemble et on vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Merci. Bonne journée à vous tous. Au revoir. Au revoir.